Donc, bonjour à tous, auditeurs et internautes, et bienvenue donc, à cette troisième séance du cours sur la sécurité logicielle. Aujourd'hui, on va parler d'isolation. Alors, pas au sens isoler les combles pour économiser du chauffage, mais plus pour isoler au sens de protéger un programme contre d'autres programmes et empêcher aussi un programme d'interférer avec l'exécution d'autres programmes. Alors, dans un monde simple, cette question ne se pose pas vraiment. Par exemple, on a un programme qui est tout seul à tourner sur un ordinateur des années 80. Et du coup, l'exécution se produit exactement comme décrit par le code du programme. Le code est intègre, la personne qui est en train de le modifier pendant son exécution. Les données en mémoire sont intègres, elles sont telles qu'écrites par le programme. Elles sont confidentielles, il n'y a pas de fuite vers l'extérieur. Et les interactions avec le monde extérieur se font uniquement par des opérations d'entrée-sortie bien identifiées. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, on a des systèmes dits à temps partagé ou à multiprocesseurs, où plusieurs programmes, plusieurs processus partagent la même mémoire. Et puis, dans le cloud, par exemple, en fait, on a plusieurs systèmes d'exploitation qui partagent le même matériel, même mémoire, même périphérique, par le biais d'un hyperviseur. Et puis, certaines applications sont extensibles par des scripts, des macros, des extensions, des plugins, des applets, ce qui fait que plusieurs codes d'origine différente s'exécutent au sein du même processus, comme votre navigateur web, par exemple, avec tous les JavaScript, tous les bouts de JavaScript qu'il y a dans les pages web. Donc ça devient un peu plus compliqué, et le problème de l'isolation, c'est de garantir qu'un programme s'exécute sans être perturbé par les programmes qui sont au même niveau ou au-dessus. Par là, je veux dire qu'une application ne doit pas pouvoir être perturbée par une autre application, et le système ne doit pas pouvoir être perturbé par une application. Alors bien sûr, le système contrôle les applications, donc une application peut être perturbée par le système, c'est normal, mais les autres perturbations, on voudrait les éviter. Et en ce sens qu'on voudrait garantir l'intégrité du code, l'intégrité de son exécution, l'intégrité des données et la confidentialité des données. Alors, on parle souvent dans la littérature technique de sandbox ou de sandboxing, donc c'est la métaphore du bac à sable. On a un code d'origine douteuse et on l'isole pour l'empêcher de perturber les autres. On le met dans un bac à sable, dans un environnement où il ne se fera pas de mal et il ne fera pas de mal aux autres. Le symétrique, qui est un terme moins employé, mais c'est shielded execution. Donc là, c'est plutôt la métaphore de la chambre forte. Là, on a un code critique, comme un système d'exploitation, une bibliothèque de cryptographie, qui doit être isolé pour éviter d'être perturbé par les autres programmes. Alors, aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on va passer en revue en fait, un certain nombre d'approches de ce problème de l'isolation par des méthodes diverses. Alors, on va commencer par des méthodes qui s'appuient essentiellement sur le matériel, et puis on va passer après sur des choses plus logicielles, puisque c'est un peu le centre d'intérêt de ce cours, et revenir à la fin sur de nouvelles idées en matériel, des architectures dites à capacité. Mais commençons donc par l'approche les plus classiques, l'isolation par le matériel. Donc la question, encore une fois, on a une mémoire partagée entre plusieurs programmes, parce qu'on fait du temps partagé ou du multiprocessing. Comment empêcher un programme de lire, par exemple appli 1, de lire ou d'écrire dans le code d'un autre programme, comme appli 2, ou du système. La première solution proposée à cela, c'est la segmentation. Donc ça apparaît dans des machines Burroughs en début des années 60. Et l'idée, alors c'est quoi un segment ? Un segment, c'est une partie de la mémoire physique, et donc c'est identifié par une paire d'une adresse de base et d'une taille. Et les applications utilisent des adresses logiques qui sont traduites en adresses physiques par le petit algorithme qui est ici. Peut-être je ferai mieux de pointer avec la souris. Donc, si l'adresse logique est bien entre 0 et la taille du segment, alors l'adresse physique, c'est l'adresse de base plus l'adresse logique. Et sinon, le processeur fait une erreur de segmentation. Et c'est de là que vient l'expression segmentation fault, que vos systèmes Unix, Linux, macOS aiment bien vous rapporter.
Voilà, donc c'est une simple translation, disons, d'une adresse physique vers une adresse logique, une adresse physique, logique vers une adresse physique, je vais y arriver, avec vérification des bornes. Et avec ça, on peut s'assurer qu'il y a un segment pour chaque processus, que les segments des processus sont 2 à 2 disjoints, et voilà l'isolation entre processus garantie, et on peut souvent avoir un segment qui est égal à toute la mémoire, et celui-là est utilisé uniquement pour le système. Alors, bien sûr, pour que ça marche, il faut que les programmes utilisateurs ne puissent pas modifier leur propre segment, par exemple, se donner à un segment plus grand. Et donc, à peu près à la même époque, on introduit dans les processeurs la notion de mode utilisateur et de mode système. Et les instructions privilégiées, dont la modification des registres de segments, sont réservées au mode système. Donc, le système d'exploitation s'exécute en mode système. Quand il lance un programme, il le passe en mode utilisateur et le programme a des moyens, comme un appel système, pour repasser temporairement en mode système, à une adresse connue dans le code du système. Donc voilà ce qui assure une assez bonne isolation et protection, à la fois des applis entre elles et du système vis-à-vis des applis. Alors, il y a des variantes, par exemple Multics en 1969 introduit la notion d'avoir plusieurs segments par programme, un segment de code, un segment de données, un segment de pile, d'avoir des segments partagés entre plusieurs applications. Par exemple, un segment de code, ici en gris, en lecture seule, peut être rendu visible dans plusieurs applications, et ça vous fait une bibliothèque partagée. Et un segment de données, alors je ne l'ai pas dessiné, mais un segment de données pourrait aussi être partagé entre plusieurs processus, ce qui fait de la communication interprocessus. Alors la variante de la segmentation qui est utilisée aujourd'hui, c'est la pagination, donc, qui apparaît dans des architectures IBM vers 1966, où là la mémoire est divisée en pages, typiquement 4 kilooctets, et pour chaque processus, on a une table de pages qui fait correspondre des pages de mémoire virtuelle en pages de mémoire réelle. Donc ici, on a en vert les pages de l'appli numéro 1 et en bleu clair les pages de l'appli numéro 2. Et donc la principale différence avec la segmentation, c'est que les pages d'un même processus ne sont pas nécessairement contiguës en mémoire réelle, ce qui donne une meilleure utilisation de la mémoire réelle. Et puis, on peut faire un peu plus après, on peut mettre des droits d'accès sur les pages, lecture, écriture, exécution. On peut lire à la demande les pages de code. La première fois qu'un bout de code est exécuté, il est lu depuis le fichier exécutable du programme. On peut, quand on manque de mémoire réelle, écrire des pages sur le disque, faire du swapping, donc récupérer de la place. Alors bien sûr, les instructions qui manipulent la table de pages sont privilégiées. Et alors, contrairement aux segments qui sont assez faciles à gérer, les tables de pages sont compliquées à gérer et ça implique à la fois des circuits, du microcode dans le processeur et du logiciel système. Un cran au-dessus, enfin, sur la base des mêmes mécanismes matériels, on peut aussi faire de la virtualisation. C'est une idée qui apparaît dans le monde de IBM sous la pression de clients qui voulaient faire tourner des vieilles applis sur de vieux OS, sur de nouvelles machines. Et donc, d'où l'idée de faire tourner en fait plusieurs systèmes sur la même machine en présentant à chaque machine une machine virtuelle, pardon, à chaque système une machine virtuelle, donc en lui donnant l'illusion qu'il est le seul à tourner sur une vraie machine. Et donc c'est le hyperviseur qui fait cette émulation, et l'idée, en gros, c'est de faire tourner chaque système en mode utilisateur. Du coup, les instructions privilégiées utilisées par le système sont interceptés, enfin font une erreur qui est interceptée par l'hyperviseur, lequel va simuler ce que ferait une vraie machine. Il va simuler l'action sur les tables de page, il va simuler la communication avec la périphérique, il va simuler la structure des bus, etc. Et ça explose au début de l'année 2000 avec l'apparition du cloud computing. C'est ça qui permet de louer une machine virtuelle un peu n'importe où, enfin, sans vraiment savoir sur quelle machine physique elle va finir par tourner à la fin. Et alors, dernière astuce matérielle dont je voulais parler aujourd'hui, ce sont les enclaves. Donc ça, c'est un mécanisme qui apparaît dans des processeurs ARM vers 2004 sous le nom de TrustZone et dans les processeurs Intel sous le nom de SGX dans les années 2015. Et l'idée d'une enclave, c'est donc on a un processus qui va être lancé par un système d'exploitation normal, qui va communiquer avec l'extérieur en passant par le système d'exploitation, mais ce processus, cette enclave, ne fait pas confiance au système. Et donc veut se protéger
contre le système en utilisant des mécanismes cryptographiques qui sont dans le processeur. En particulier, toutes les pages mémoire utilisées par l'enclave sont chiffrées avec une clé qui est dans le processeur et qui n'est pas accessible au système d'exploitation. Le système ne peut appeler l'enclave qu'avec des points d'entrée bien délimités. L'enclave n'accepte que des programmes signés, avec une signature cryptographique correcte. Et il y a un mécanisme dit d'attestation qui permet en fait aux gens, même à l'extérieur de la machine, qui communiquent avec l'enclave, de lui demander d'attester de quelle version de quel programme elle est en train de faire tourner. Ce qui garantit assez fortement que le système n'a pas injecté du code de son choix dans l'enclave. Voilà, et donc ça fait une isolation de plus. Le système ne peut même plus perturber l'exécution de l'enclave. Bien, alors un petit bilan sur cette isolation par le matériel et le logiciel système. En positif, ça marche. Ça garantit la séparation des espaces mémoire. Ça interdit aux applications de contourner le contrôle d'accès, qui est implémenté par le système d'exploitation, donc c'est quand même essentiel. Et ça permet encore d'autres formes de virtualisation et de contrôle des ressources, par exemple les containers, par exemple limiter le temps d'exécution, le temps CPU, la consommation de RAM, etc. Tout ça est possible. Alors, les points un peu négatifs, ce sont les coûts assez élevés des communications entre applications. Deux applications, pour communiquer, sont obligées de passer par le système qui est en dessous. De même, pour lancer un processus, lancer une machine virtuelle, ce sont des actions assez coûteuses. Et ce n'est pas très flexible. Par exemple, lancer une nouvelle machine virtuelle, a priori, il faut des droits élevés, les droits de route. Ce n'est pas ce que votre navigateur web, il ne va pas le faire. On ne lui permet pas de le faire. Et d'où la question qui va revenir dans ce cours aujourd'hui, c'est y a-t-il des mécanismes plus légers et plus souples pour faire de l'isolation, notamment pour isoler des scripts au sein d'une application, par exemple un navigateur web. Alors, voici une première réponse positive, un mécanisme logiciel qui s'appelle l'isolation logicielle des fautes. Et alors, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle les moniteurs de référence intégrés, Inline Reference Monitors, donc juste un peu de terminologie. Le moniteur de référence, quelque chose dont on a un petit peu parlé lors du premier cours, c'est le bout de logiciel qui met en œuvre le contrôle d'accès, qui dit si oui ou non telle ou telle action est possible. Et en fait, il y a deux implémentations typiques. La première, c'est que le moniteur est séparé et isolé de l'application. Typiquement, il fait partie du noyau du système d'exploitation. Et deuxièmement, il peut être intégré, inliné, expansé en ligne au milieu du code de l'application avant chaque opération qui a besoin d'être surveillée, d'être monitorée. Alors ça peut se faire pendant la compilation, ça peut se faire par réécriture du code machine juste avant l'exécution. Et donc cette histoire d'isolation des fautes logicielles, Software Fault Isolation, c'est en fait une segmentation qui est simulée en logiciel. Donc, on simule une architecture segmentée en transformant le code pour chaque lecture mémoire, chaque écriture en mémoire. Alors, en pseudocode, ici, si par exemple on déréférence le pointeur P, ça fait une lecture, on va faire deux choses. D'abord, on va interpréter P comme une adresse logique, donc on va vérifier qu'elle est... on va faire une erreur si elle déborde la taille du segment, seg.size. Seg, c'est une variable globale avec deux champs, size et base. Et puis, ce qu'on va déréférencer, en fait, c'est la base du segment, seg.base, plus P. Alors, en code machine, ça fait quelques instructions en plus, mais pas tant que ça. Donc, si vous avez un load dans R0 du contenu de la case mémoire à l'adresse R1, d'abord, il faut faire une comparaison avec la taille. Si c'est plus grand, il faut arrêter le programme. Sinon, on peut recaler l'adresse en ajoutant l'adresse de la base du segment et faire le chargement. Donc là, j'ai supposé que taille et base du segment sont dans deux registres supplémentaires. Alors, comme c'est encore un peu coûteux, l'astuce, c'est de dire, mais en fait, en cas d'accès hors des bornes du segment, on n'est pas obligé de signaler une erreur. D'accord ? Signaler une erreur, c'est bien pour aider à débugger le programme, mais on suppose que le programme est déjà débugué. Et donc, en fait, dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut, pourvu qu'on accède à l'intérieur du segment. D'accord ? C'est ça la garantie de sécurité. On ne veut pas lire ou écrire en dehors du segment de données. Et donc, la grosse astuce, c'est par exemple d'accéder à l'adresse P, l'adresse logique, modulo la taille du segment. Si l'accès est valide,
P est entre 0 et Z-size et le modulo ne change rien. Si P est invalide, le modulo va le ramener à une adresse valide, mais quelconque. Et donc, au lieu de planter, on va lire une donnée arbitraire. Pourquoi pas ? Et alors, la grosse astuce, c'est que si la taille du segment est une puissance de 2, le modulo de puissance n s'effectue très efficacement par un masquage avec 2 puissance n moins 1. Et du coup, on se retrouve avec juste 3 instructions, un masquage de l'adresse, un recalage avec une addition et un accès. Alors, quand est-ce qu'on effectue la transformation des accès à mémoire? Alors, on peut le faire pendant la compilation, depuis un langage source, pendant la génération de code machine, donc la dernière étape de la compilation, à partir d'une représentation intermédiaire, comme l'LVM. Alors, c'est exactement ce que fait WebAssembly, certains d'entre vous connaissent. Donc, WebAssembly, c'est une représentation intermédiaire, une espèce de code pour une machine virtuelle à registre, et avec des compilateurs JIT ou ahead of time efficaces. Et la machine WebAssembly a un espace d'adressage de 4 gigaoctets, et qui, avec ces techniques d'isolation des fautes, est correctement implémentée sous forme d'un segment de 4 gigaoctets dans l'espace mémoire du processus. Donc ça marche très bien. La petite difficulté, c'est que cette compilation fait partie de la base de confiance. Il faut être sûr que la transformation du code a bien été faite. Deuxième approche, c'est par réécriture d'un code machine déjà compilé. Alors c'est plus délicat parce qu'il faut désassembler le code machine pour repérer les instructions load, il faut insérer les bonnes instructions, il faut réassembler ensuite, et il faut trouver suffisamment de registres libres. Ce qui n'est pas forcément évident. Vous voyez ici, on a besoin d'au moins d'un temporaire, et puis il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on va stocker les masques et les bases. Bref. Mais en fait, il y a une troisième approche qui a été popularisée par Yi et ses co-auteurs, les auteurs de Native Client, qui est l'idée que... Donc eux, ils voulaient faire ça pour du code mobile. D'accord ? Donc l'idée que quelqu'un sur le réseau a effectué une compilation et une transformation de son code, produit du code x86 avec de l'isolation logicielle des fautes dedans. Et maintenant, nous, on va le télécharger à travers le réseau et l'exécuter dans le navigateur. Et donc, l'idée, c'est que dans le navigateur, on va juste faire une revérification du code. Le code, normalement, est déjà transformé, donc on n'a pas besoin de le transformer, mais on va vérifier qu'il a été bien transformé, au sens que tous les accès mémoire sont bien protégés. Et donc pour ça, on va faire un désassemblage, une analyse du code, mais on n'a pas besoin de réécrire le code, on n'a pas besoin de le réassembler, on n'a pas besoin de trouver des registres libres. Si le code n'est pas bien déjà protégé, on refuse l'exécution et c'est tout. Alors, c'est un petit peu subtil parce que du coup, on vérifie le code lui-même. Mais il faut maintenant s'assurer que son exécution ne va pas sortir du code. Si dans le code transformé, il y a un saut qui finit par sauter au milieu du code du navigateur, par exemple, l'isolation est finie. Donc il faut analyser tout le code transformé pour s'assurer qu'il n'y a pas de saut vers l'extérieur. Alors on peut tolérer des sauts vers un petit peu de code de glue qui va appeler des fonctions d'API, des fonctions de bibliothèque bien identifiées à l'avance. Voilà. Mais dans le cas général, donc, on ne faut pas sauter à l'extérieur. Et c'est facile à vérifier dans le cas des branchements avec des déplacements constants. En revanche, si vous avez des branchements calculés, des appels de fonctions via un pointeur, des retours de fonctions, alors il faut segmenter également ces sauts. Donc il faut masquer et recaler l'adresse du saut avant de sauter. Et donc là, on est sûr qu'on va toujours sauter à l'intérieur du segment de code. Mais il y a une petite difficulté, qui est que la cible d'un branchement, quand on saute comme ça à l'intérieur de notre propre segment de code, ne doit pas être au milieu d'une séquence instrumentée. Rappelez-vous, un load, par exemple, il y a 2 instructions qui assurent la protection, puis le load. Si le code arrive à sauter directement ici, juste au niveau du load, il aura court-circuité la protection et il peut accéder où il veut. Donc il faut interdire de sauter ici et là. Variante, sur certains processeurs, comme x86, les instructions sont de longueur variable. Et donc, il ne faut pas non plus pouvoir sauter au milieu d'une instruction, parce que ça pourrait faire exécuter une autre instruction. Ici, par exemple, on a une instruction moveABSQ sur 10 octets, qui charge une constante de 64 bits dans un registre. Et si on pouvait sauter au 3e octet, qui est la valeur de la constante, on trouverait en fait le codage d'une instruction de saut
qui va sauter très très loin en arrière, et donc a priori essayer de sortir. Donc voilà, et donc pour éviter ces deux choses, le vérificateur doit aussi vérifier des propriétés du code. Un exemple, c'est découper logiquement l'espace de code en blocs de 2 puissance n octets, par exemple 16 octets, disons, et vérifier que les instructions et les blocs d'instructions qui représentent des accès protégés sont toujours à l'intérieur, entièrement contenus dans un bloc de 2 puissance n octets. Ils ne peuvent pas être à cheval. Alors, ce n'est pas compliqué à assurer au moment de la compilation, il suffit d'ajouter des NOP, des No Operations. Pardon. Par exemple, ici, on a mis 2 instructions normales. Du coup, on n'a plus la place pour mettre les 3 instructions instrumentées qui suivent. Donc, on met 2 NOP, et puis nos 3 instructions instrumentées. Puis là, à nouveau, on n'a pas la place pour mettre 3 instructions instrumentées. Donc, on met un peu de NOP, et ainsi de suite. Et du coup, tous les branchements calculés, oui, et on peut s'assurer donc, que tous les branchements calculés, toutes les cibles, vont être au début d'un bloc de 2 puissance n d'instructions. Encore une fois, juste en jouant un peu sur le masque, en masquant les n bits de poids faible de l'adresse. Donc voilà le genre d'astuces qu'on peut mettre en œuvre pour garantir donc, à la fois une intégrité, pour protéger à la fois les accès à la mémoire et la bonne exécution du code. Alors un petit bilan là-dessus. Donc j'aime bien cet exemple, cette technique, parce que c'est un exemple intéressant d'isolation par transformation de code, où on n'utilise pas de mécanisme dans le processeur, on implémente en logiciel les mécanismes dont on a besoin. Alors l'utilisation principale aujourd'hui, ce n'est pas le code mobile à la manière de Native Client, c'est pour faire de l'isolation, du sandboxing, de bibliothèques complexes et dans lesquelles on n'a pas confiance, dans des applications sensibles comme le navigateur Firefox. Donc Firefox, par exemple, prend des bibliothèques existantes pour le rendu des polices de caractères, pour le parsing de XML, pour la correction d'orthographe, et en fait les compile en passant par WebAssembly pour avoir à la fin des binaires qui sont dans une sandbox, qui s'exécutent de manière segmentée et ne peuvent pas perturber le reste du navigateur. Alors il y a un surcoût en exécution, bien sûr, mais pas trop, donc environ 20% de plus en temps d'exécution, seulement 10% si on n'instrumente pas les lectures, on protège uniquement les écritures. En revanche, la sécurité de cette approche n'est pas facile à garantir. Il y a des pièges, comme par exemple ces histoires de « oh, mais au fait, il ne faut pas sauter au milieu d'une instruction ». Et du coup, ça a suscité plusieurs projets intéressants de vérification formelle du vérificateur. Voilà, donc c'était un premier exemple d'isolation plutôt logicielle. Maintenant, on va passer à une deuxième famille d'exemples. C'est de l'isolation qui s'appuie sur les caractéristiques d'un langage de haut niveau. Et donc c'est une approche qui se développe dans les années 90 pour répondre aux besoins du code mobile. Donc avec l'Internet qui se répand, avec le web qui apparaît, on a envie d'avoir des bouts de programmes qui sont téléchargés sur Internet, en lesquels on n'a pas forcément confiance, mais qui vont être exécutés automatiquement dans un navigateur, dans un lecteur de courrier électronique, dans un traitement de texte. Pensez aux macros dans des documents Word ou Excel, par exemple. Et donc la réponse, donc cette isolation par les langages de programmation, c'est une des réponses possibles. Et elle s'appuie sur 2 composantes. La première, c'est l'utilisation d'un langage de programmation sûr et d'un modèle d'exécution sûr, au sens où il y a du typage fort, dynamique ou statique, qui garantit qu'un entier, ce n'est pas une adresse mémoire, et qu'une chaîne de caractères, ce n'est pas du code machine qu'on peut exécuter, par exemple. Mais ça ne suffit pas, comme on l'a vu au premier cours avec l'exemple des injections de SQL, par exemple. On peut avoir du code parfaitement bien typé qui est un virus, qui est une attaque. Et donc, il faut aussi travailler sur les interfaces logicielles, les API, les bibliothèques auxquelles ce code mobile a accès, pour les restreindre, pour limiter les interactions entre le code mobile et l'environnement d'exécution, le reste de la machine. Alors, le précurseur, l'exemple le plus ancien que je connais, date de 91. C'est un travail, une proposition de Nathan Borenstein. Alors, Nathan Borenstein, c'est l'auteur de MyMe, le standard qui permet de faire des pièces jointes dans votre courrier électronique et de mettre aussi des images et du HTML et du texte enrichi, etc. Sans Borenstein, nous n'aurions encore que du texte pur dans nos courriers électroniques. Et bien sûr, l'étape d'après, une fois qu'on met en pièces jointes des images, des fichiers audio, etc., c'est de mettre des programmes.
en pièce jointe d'un mail. Donc un script, par exemple, un formulaire interactif ou une carte de vœux animée, ou enfin bref, le genre de choses qu'on fait aujourd'hui avec plutôt des pages web, du HTML, mais ça n'existait pas à l'époque, le web. Alors l'exemple typique, très américain, c'est le formulaire pour commander des petits gâteaux à des Girl Scouts, à des scouts. Voilà, donc ça c'est un script qui arrive par mail et qui vous propose les gâteaux, les descriptions de gâteaux, des photos des Girl Scouts, des petits messages audio si vous voulez, si vous cliquez. Et puis là, vous pouvez dire de combien de quantité vous voulez, et à la fin, ça va remplir un bon de commande, si j'ose dire, sous une forme standard et l'envoyer par mail. Bon. Voilà le genre d'application qui était envisagé. Et alors, bien sûr, Einstein s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de sécurité. Et sa proposition, c'était donc d'utiliser comme langage un langage de script, TCL, avec une API modifiée pour être moins dangereuse. Donc, les seules interactions qu'il envisageait, c'était via l'interface graphique, le toolkit TK, ou le terminal, si on est en ligne de commande. Mais l'API ne permet pas d'accéder aux fichiers ou aux commandes système, contrairement à l'API TCL standard. Et la seule exception, c'est donc des API spéciales pour envoyer du mail ou imprimer un document, mais après avoir demandé l'accord de l'utilisateur. L'utilisateur doit cliquer pour dire « oui, je veux bien envoyer ce mail ». Bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès, mais les idées reviennent en force en 1995 avec les applets Java. Donc c'était la killer application pour ce nouveau langage, Java, qui était en train d'apparaître. C'était donc de pouvoir télécharger des codes Java compilés en code JVM sur le web et les faire exécuter à l'intérieur du navigateur. Et ça a été pas mal utilisé pour faire, par exemple, des animations scientifiques. Ici, vous avez une espèce d'animation de gravité, là, de gravitation. Et alors, il y avait plusieurs idées intéressantes. D'abord, l'idée qu'avant d'exécuter le code, on allait le vérifier, donc faire une première passe d'analyse pour faire une espèce de typage statique sur ce code, s'assurer par exemple qu'il ne mélange pas les entiers et les chaînes de caractères, ce qui permet du coup une exécution ensuite par interprétation, voire par compilation au vol, JIT, avec moins de vérification dynamique. Donc il y avait de bonnes performances, supérieures à celles d'un langage de script de l'époque. Deuxième idée intéressante, c'est qu'en fait, Java est un langage qui sert aussi pour programmer des applications normales, pas à travers le web, et que ce serait la même API pour tout le monde, pour les applets, pour les applications développées et exécutées en local. C'était le slogan de l'époque, Write once, run anywhere. Mais pour éviter les risques des attaques, il y aurait du contrôle d'accès intégré à l'API, et les permissions dépendent de l'origine du code. S'il est en local, il peut faire plus de choses que si c'est une applet téléchargée à travers le réseau. Et il peut aussi porter des signatures cryptographiques pour lui donner des permissions supplémentaires. Donc ça, c'était des idées intéressantes, et on va revenir un petit peu là-dessus plus tard. Et puis, quelques mois plus tard, est apparu JavaScript. Donc, alors, au début, c'était un peu un concurrent de Java. C'était l'idée, oui, il faut qu'on programme les pages web, mais on peut le faire plus simplement, sans compilation, et avec une meilleure interaction avec le document web. Donc, initialement, c'était juste un langage de script de plus, typé dynamiquement, interprété pour rendre les pages web plus interactives. En 2004, apparaît l'approche dite Ajax, avec des applications ambitieuses qui s'exécutent dans le navigateur et qui sont programmées donc en JavaScript. Donc ça, c'est mon exemple favori, la première version de Google Earth. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un des langages les plus utilisés et les mieux compilés par les moteurs JavaScript qui sont dans les navigateurs. Et alors, on va regarder quelques éléments du modèle de sécurité JavaScript, et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a effectivement des API limitées et une petite politique de sécurité appelée politique de la même origine. Mais avant ça, je voulais vous donner un dernier exemple d'isolation plutôt par le langage, et auquel on ne pense pas forcément. Donc là, ce n'est pas du code mobile qui vient sur le web, c'est du code qu'on veut injecter dans un noyau d'un système d'exploitation. Donc ça s'appelle les Berkeley Packet Filters, introduit en 1992 et redéveloppé de manière plus ambitieuse en 2014.
Donc c'est quoi du code BPF? C'est du code pour une machine virtuelle, un registre, qui peut être injecté dans les noyaux BSD ou Linux à des fins de filtrage réseau, typiquement, donc travailler directement sur les paquets pendant qu'ils se déplacent dans la couche réseau à l'intérieur du noyau, pour faire du monitoring, donc collecter des informations sur les points chauds de l'activité du noyau, pour éventuellement rajouter des vérifications de sécurité, invalider certains appels système, etc. Alors, le code en question, il s'exécute dans le noyau, donc il a un accès, mais très contrôlé, aux structures de données du noyau. Aussi, le code en question, il ne faut pas qu'il... par exemple, il faut absolument qu'il termine, et qu'il termine vite, pour ne pas bloquer le noyau. Et donc, cette sûreté de l'exécution, elle est garantie par une analyse statique du code. Au moment où le code est injecté dans le noyau, il est analysé, et c'est une analyse qui va plus loin que celle du bytecode Java, la vérification de bytecode Java. Il y a une vérification de type, mais il y a surtout une analyse de valeur qui permet de voir si... on ne va pas déborder lors des accès au tableau, et d'où la sûreté des accès mémoire, et aussi une vérification de la terminaison du code. Voilà, donc pour faire un peu le point, le bilan à partir de ces 4 exemples, donc il y a 2 composantes importantes. Premièrement, l'exécution doit être sûre, et ça peut se faire soit par une exécution défensive, avec beaucoup de tests dynamiques à l'exécution, l'exemple étant JavaScript ou TCL, ou une vérification statique avant l'exécution, comme en Java ou en BPF, suivie d'une exécution qu'on va appeler offensive, au sens où il y a moins de tests dynamiques. Alors il y en a encore, par exemple, en Java, il faut encore tester à l'exécution si on est dans les bornes d'un tableau, mais on n'a plus besoin de tester quand on attend un entier que c'est bien un entier. Bon, ça a été vérifié statiquement. Alors cette distinction, elle est orthogonale à d'autres distinctions. Est-ce que l'exécution est interprétée ou compilée? Ou est-ce que le code mobile, c'est du code source, comme JavaScript, ou bien du code compilé pour une machine virtuelle, comme le bytecode Java? Et puis, le deuxième ingrédient, donc, c'est la sécurisation de l'API. Il faut limiter les fonctionnalités visibles par le code mobile. Donc ça peut se faire par des techniques classiques de programmation, en utilisant les mécanismes de portée du langage, exposer uniquement des fonctions non dangereuses, des fonctions qui contiennent suffisamment de vérification de sécurité pour ne pas être dangereuses, éventuellement utiliser des modificateurs de visibilité, comme en Java, private ou package local, qui peuvent servir à cacher du code, de rendre du code inaccessible à du code qui est dans un autre package. On peut chercher à utiliser l'abstraction de type. C'est quelque chose dont on reviendra un peu sur ces différentes approches dans 2 semaines. Et puis, comme je le disais, on cherche aussi à intégrer du contrôle d'accès à ces fonctions de l'API qu'on a rendues visibles. Et l'exemple le plus intéressant, je trouve, c'est celui de Java, avec le Security Manager. Et donc, on va regarder ça un peu maintenant, en plus en détail. Donc ça s'appuie sur un modèle de capacité. À chaque méthode, chaque morceau de code est associé à un ensemble de capacités, capabilities, on peut appeler permissions aussi. Alors il y en a de toutes sortes. Il y a des capacités pour accéder aux fichiers, lire, écrire, exécuter, effacer, en fonction du nom du fichier. Il y a des capacités pour accéder au réseau, ouvrir une connexion vers l'extérieur, accepter des connexions entrantes, en fonction du nom de l'autre machine avec laquelle on se connecte et du port utilisé. Il y a des capacités pour contrôler le runtime, contrôler l'exécution dans la machine Java. Par exemple, arrêter le programme, charger du code natif, définir un chargeur de programme, un class loader, définir son propre security manager, sa propre politique de sécurité. Tout ça, il faut des droits pour pouvoir le faire. Et puis, certaines interactions à travers l'interface graphique, comme accéder au presse-papier, par exemple. Bon, donc un ensemble de permissions, de capacités pour chaque bout de code. Et alors, comment ces capacités sont déterminées? Typiquement, c'est par justement le class loader, le chargeur, qui a chargé le code de la méthode en question. Alors, typiquement, le chargeur par défaut, celui qui charge depuis des fichiers locaux, .class, .jar, donne toutes les permissions au code ainsi chargé. En revanche, du code chargé depuis le web, à travers un protocole HTTP, HTTPS, aura des droits beaucoup plus restreints. Pas d'accès aux fichiers, pas d'accès au runtime, connexion réseau uniquement avec la machine d'où provient le code, par exemple.
Et si le code porte une signature cryptographique reconnue, par exemple, il a été signé, une applet qui a été signée par le service informatique de votre entreprise, peut-être il va pouvoir s'exécuter avec des droits plus importants. Et alors, comment s'effectue le contrôle d'accès? Les méthodes de l'API, de la bibliothèque standard Java, contiennent des appels à des méthodes de la classe Security Manager. Check permission, ses variantes, check file, check accept, etc. Et alors, l'algorithme utilisé est intéressant pour dire oui ou non. Donc, c'est si la méthode qui appelle check permission et toutes les méthodes appelante, donc la méthode qui a appelé cette méthode, la méthode, etc. Donc si tout le monde a la permission requise, check permission revient normalement, l'accès est accordé. En revanche, si une des méthodes appelantes n'a pas la permission requise, check permission va lever une exception et l'accès est refusé. Et l'idée ici, c'est ce qui s'appelle l'inspection de la pile d'appel, stack inspection. Et l'idée ici, c'est que l'API, il n'y en a qu'une, qui est partagée entre les applis locales et les applis distantes. L'API va pouvoir se comporter différemment suivant qu'elle agit au nom d'un code digne de confiance, par exemple le navigateur, ou d'un code douteux, comme par exemple une applet. Et ce, même si l'applet passe par le navigateur pour appeler des fonctions de l'API. Donc si le navigateur appelle directement une fonction de l'API, comme lire un fichier local, c'est accordé. Si l'applet tente directement d'appeler l'API pour lire un fichier local, c'est refusé, puisqu'elle n'a pas le droit de lire. Mais si l'applet appelle une fonction du navigateur, comme par exemple charger une URL file //, et que le navigateur dit « Ah, d'accord, j'appelle l'API pour lire un fichier local », ce sera refusé aussi. Parce que dans la pile d'appel, il y aura le navigateur, et un peu avant, il y aura l'applet qui n'a pas la permission. Donc voilà l'idée de base. Et après, il y a un petit truc en plus, qui est l'amplification des privilèges. Certaines API peuvent avoir besoin d'exécuter une opération risquée, quel que soit le contexte d'appel. Exemple, une applet a le droit de dessiner dans une fenêtre graphique. Elle peut dessiner du texte. Pour dessiner du texte, on peut avoir besoin d'une police de caractères. On peut avoir besoin de charger la police depuis un fichier local. Et donc, il faut pouvoir charger une police de caractères depuis un fichier local, quel que soit le contexte d'appel. Et pour ce faire, il y a un mécanisme d'amplification de privilèges. Donc le code qui va charger, par exemple, une police depuis un fichier local va, après validation, amplifier ces privilèges en disant « Bon, maintenant, je veux exécuter ce bloc ici avec mes permissions, quels que soient les appelants. Donc pas mes permissions diminuées, intersectées avec celles de mes appelants, juste mes permissions à moi. Et donc, il va pouvoir ouvrir et lire le fichier de la fonte et puis faire ce qu'il faut. Voilà. Et donc, du coup, le vrai algorithme de contrôle d'accès, c'est le suivant. Donc, pour chaque appel en cours qui est dans la pile d'appel, en commençant par l'appel le plus récent et en terminant par le plus ancien, on regarde la méthode M qui est en cours d'exécution dans cet appel. Est-ce qu'elle a la permission requise? Alors, sinon, on lève l'exception security exception, l'accès est refusé. Si oui, et si elle a amplifié ses permissions, alors l'accès est accordé tout de suite. On ne va pas aller voir plus haut dans la pile d'appel. Et si M a la permission requise mais n'a pas amplifié ses permissions, eh bien, on passe à l'appelant de M et on refait les mêmes vérifications jusqu'à avoir balayé toute la pile d'appel et on finit en regardant quelles sont les permissions du thread qui est en cours d'exécution. Voilà. Donc c'est une approche tout à fait intéressante, je trouve, mais qui n'est pas à l'abri de quelques attaques. Donc ça, je prends les exemples dans un article d'Abedi et Fournet de 2003. Donc l'inspection de pile, c'est très efficace pour protéger l'appelé, une fonction de l'API, de l'appelant, l'applet, par exemple. Mais parfois, l'appelé, c'est le code peu digne de confiance, comme l'applet, et l'appelant, c'est le code qui a les privilèges. Et ça permet de faire des attaques de type confused deputy. Alors, je ne sais pas trop comment on traduit en français. Le deputy, c'est quelqu'un qui a l'autorité, qui peut faire des choses. Et confused, ça veut dire qu'on a réussi à le manipuler pour lui faire des choses que nous, on ne pourrait pas faire. Et alors, l'exemple bateau, c'est donc on a une classe locale qui a toutes les permissions et qui demande un nom de fichier à l'applet, un nom de fichier temporaire à l'applet, l'utilise et le détruit. Comme cette classe a toutes les permissions, elle a le droit d'accéder au système de fichiers, elle a le droit de détruire des fichiers.
évidemment, l'applet va renvoyer comme nom de fichier un fichier qu'on n'a pas envie de détruire, comme etc password. Et donc le deputy, la classe trusted, qui a le droit de détruire des fichiers, est manipulé par la classe applet pour détruire un fichier sensible, un fichier important. Alors l'exemple peut sembler extrêmement naïf. Après, si vous mettez un petit peu de programmation orientée objet autour de tout ça, ça peut sembler plus... C'est un peu plus subtil, donc avec des sous-classes par exemple. Donc ici on a une classe trusted qui a toutes les permissions, une variable d'instance qui est le nom d'un fichier temporaire, donc htmp, une méthode abstraite qui va faire vraiment le calcul, et puis une méthode qui encapsule donc l'appel à proceed avec la création d'un fichier temporaire et la suppression du fichier temporaire à la fin. D'accord ? Voilà du code extrêmement raisonnable, n'est-ce pas ? Sauf que l'applet maintenant peut sous-classer la classe trusted et définir comme méthode proceed simplement quelque chose qui va changer la valeur de la variable d'instance tempfile en etc password. Du coup, le fichier créé ici, c'est bien tmpfile, mais le fichier détruit ici, c'est bien etc password. Et on a effectivement manipulé l'autorité. Bon. Et du coup, ça motive d'autres mécanismes de contrôle d'accès. Par exemple, au lieu donc de contrôler les accès sur la base des méthodes qui sont en cours d'appel, on peut en fait utiliser l'historique, donc la base de toutes les méthodes qui ont été appelées jusqu'ici, l'historique d'appel dans le programme. Alors ça peut se faire simplement, il suffit d'avoir un état global C dans la machine qui a un ensemble de permissions courantes. Quand on appelle une méthode, on diminue les permissions, donc on prend l'intersection de C avec les permissions de la méthode en question. Donc dès qu'on appelle une méthode de l'applet, par exemple, on perd des permissions. Et on ne va jamais les regagner, même quand l'applet retourne, sauf si on fait explicitement une amplification de privilèges. Donc ce qu'ils notent grant des permissions P dans le bloc de code B, dans l'article, et qui s'implémente en rajoutant donc temporairement les permissions P aux permissions courantes, en exécutant le code B, et à la fin en reprenant donc les permissions initiales intersectées avec les permissions finales, donc ce qui enlève les permissions supplémentaires qu'on a ajoutées. Voilà, donc ça c'est un autre mécanisme qui est intéressant et peut-être plus sûr, en tout cas mieux protégé contre les attaques de type confused deputy, et qui peut aussi permettre d'implémenter des politiques de sécurité plus fines que ce qu'on a vu jusqu'ici, par exemple des politiques de type muraille de Chine, où une applet peut lire un fichier local ou établir une connexion réseau, mais pas l'un puis l'autre. Puisque si elle fait les deux, elle peut faire fuiter le fichier local. En revanche, si elle se contente de lire un fichier local, par exemple une photo, pour la retravailler, ça ne dérange personne. Voilà, donc le genre de choses qu'on peut faire avec des variantes de l'inspection de pile. Alors un petit bilan donc, sur cette approche Java. Donc, il y a cette idée que je trouve intéressante, qui est le contrôle d'accès en fonction du contexte d'appel d'une fonction de la bibliothèque. Après, il y a une implémentation avec un mécanisme qui n'est pas tout à fait satisfaisant, qui est l'inspection de pile. Alors, une autre raison pour laquelle il n'est pas tout à fait satisfaisant aussi, c'est qu'il interagit mal avec des optimisations qu'on veut faire, comme les appels de fonctions terminaux, puisque cela change la structure de la pile. Donc, il y a une tension ici. Il y a des alternatives à l'inspection de pile. On a vu donc, la proposition de faire un historique global des exécutions, qui me semble intéressant, mais n'ont jamais été adoptées. Et puis aussi, une des faiblesses de Java, historiquement, c'est qu'il n'y a jamais eu d'API pour permettre de faire interagir l'applet et le document web, la page web qui est affichée. Et donc, c'est un peu dans ce gouffre, dans cette brèche, que s'est engouffré JavaScript. Alors, pour être complet, donc, j'ai essayé de parler un petit peu de la sécurité de l'API JavaScript, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais essayons quand même. Donc c'est un modèle de sécurité qui s'appuie très fortement sur un langage typé dynamiquement et des API restreintes. Alors cette fois-ci orientées web. Ce n'est pas les mêmes API si votre code JavaScript tourne dans un navigateur ou bien dans Node.js, mais c'est voulu.
Donc s'il tourne dans votre navigateur, il a accès au DOM, donc il a accès aux documents, à la page web qui est affichée. Il peut faire des connexions directes à des serveurs HTTP avec XML HTTP request. Il a quelques facilités de stockage de données, mais pas beaucoup, via des cookies ou via ce qu'on appelle le web storage. Bon. Et tout ça protège plutôt bien le navigateur, le système d'exploitation, les autres applis, des pages web malveillantes et des scripts JavaScript malveillants. En revanche, ça donne très peu d'isolation entre scripts et pages web. Alors, il y a une petite tentative dans ce sens, qui est la politique de la même origine, Same Origin Policy, SOP. Alors, c'est quoi l'origine d'une page ou d'une page incluse dans une autre page, une iframe? C'est dérivé de son URL, c'est les parties protocole, hôte et port. Par exemple, HTTPS, www.example.com, 8443. Le reste de l'URL est ignoré. Et donc, la base de la politique, c'est... Ah oui, et un script ou un élément du DOM, comme une image, ont comme origine l'origine de la page qui les contient. Pas l'origine, pas l'URL d'où on a téléchargé le script ou l'image. L'URL d'où on a téléchargé la page qui contient le tout. Et donc, la politique de la même origine, c'est de dire qu'un script peut interagir seulement avec des choses qui ont la même origine. Donc, il peut lire ou modifier un élément DOM pourvu qu'il ait la même origine, mais pas un élément DOM dans une autre fenêtre du navigateur, par exemple. Il peut faire une connexion extérieure XML HTTP request sur le serveur d'origine, sachant qu'il y a des exceptions avec d'autres protocoles permettent d'enregistrer des exceptions. Et il peut accéder aux cookies, alors pas exactement selon les mêmes critères, mais bon, les cookies ayant le même domaine et le même chemin. Bon. Donc ça donne un petit peu de séparation, d'isolation, mais pas beaucoup. En particulier, il y a plein d'attaques de type cross-site request forgery qui restent tout à fait possibles, parce que dans une page, vous avez des liens, vous avez des formulaires qui peuvent poster leurs résultats vers une URL, vous avez des éléments inclus, IMG, des scripts qui peuvent télécharger des choses depuis des URL, et toutes ces URL ne sont pas soumises à la politique de la même origine. On peut tout à fait télécharger un script provenant de n'importe quelle URL. Et du coup, un script malveillant peut insérer dans le document, puisqu'il peut modifier le DOM, un chargement d'image depuis une adresse quelconque. Là, il charge une image invisible en plus, avec comme adresse une URL vers un service, vers un service vulnérable, a priori, pour lui demander, par exemple, de changer l'adresse email de l'utilisateur et mettre la sienne à la place. Et ben, si l'utilisateur a une session active avec vulnerable.service.com, il n'est même pas nécessaire que le document provienne de ce service vulnérable, j'ai écrit une erreur ici. Si l'utilisateur a quelque part dans son navigateur une session active avec vulnerable.service.com, eh bien la page va être envoyée ici avec les cookies qui authentifient la session, et a priori, l'adresse email va être changée. D'accord. Donc il y a comme ça plein de petites attaques qu'un script peut mener qui ne sont pas protégées par cette politique de la même origine. Alors c'est pas tout, il y a aussi le fait que les autres sont identifiés par leur nom, alors que pour la connexion c'est les adresses IP qui comptent. Du coup il y a des possibilités d'attaque en manipulant le service DNS qui fait correspondre des adresses IP au nom. Aussi la partie haute de l'origine de la page n'est pas fixée une fois pour toutes. Elle peut changer par affectation de la propriété domain du document. Et donc un script peut en fait changer la partie haute, alors seulement vers un surdomaine. Mais par exemple, si on était dans test.example.com, on peut se retrouver dans example.com. Et donc avant, on avait accès au site de test, et maintenant, on a peut-être plus d'accès au site de production. Bon. Donc voilà un certain nombre de limitations. Et puis après, il faut quand même parler du langage JavaScript lui-même, qui est assez spécial, au sens où il est très dynamique. Alors dynamique, ce n'est pas juste au sens il y a des vérifications de tests de type pendant l'exécution, ça c'est très bien. Dynamique au sens on peut changer plein de choses pendant l'exécution. Et par exemple, une fonction peut être redéfinie après coup. Il suffit d'affecter une nouvelle fonction dans F, et du coup, tous les appels à l'ancienne fonction vont appeler la nouvelle fonction. Les méthodes d'un objet peuvent être modifiées après création. Encore une fois, il suffit d'affecter dans opsh.met une nouvelle fonction.
Après, le prototype d'un objet, les méthodes du prototype aussi. Alors le prototype, c'est donc chaque objet a un prototype, et si un objet n'implémente pas une méthode, mais que son prototype l'implémente, alors on utilise l'implémentation qui vient du prototype. Et mais le prototype n'est pas du tout fixé au moment où on crée l'objet, on peut le changer après coup. On peut aussi changer des méthodes du prototype, par exemple insérer un setter, insérer un bout de code qui va être appelé à chaque fois que la propriété X d'un objet est modifiée. Bon, donc il y a énormément de choses comme ça qu'on peut changer a posteriori dans la manière dont un script s'exécute. Alors ça permet des attaques d'un script sur un autre, et ça peut aussi permettre d'ajouter des protections, soit sur l'API, soit sur un script. Alors, je vais vous montrer deux exemples qui ont été un peu étudiés dans la littérature. La première idée, donc, c'est comment utiliser tout ça pour sécuriser davantage les fonctions de l'API. Donc, c'est un travail de Fung, Sands et Chudnow en 2009. Et leur idée, c'est qu'on va charger en premier dans la page un script policy.js qui va redéfinir des fonctions de l'API pour ajouter du contrôle d'accès, pour les rendre plus sûrs, plus sécurisés. Et comme le script est chargé en premier, tous les scripts qui sont chargés ensuite par le corps de la page ne vont pas voir les définitions d'origine des fonctions de l'API, mais vont voir et être obligés d'utiliser les définitions protégées, sécurisées. Alors, comment on peut faire ça? Par exemple, oui, on veut empêcher Windows.open d'ouvrir plus de 5 fenêtres. Parce qu'un script qui ouvre plus de 5 fenêtres nouvelles, c'est pénible. Donc, on a envie de redéfinir la fonction Windows Open. Comment on fait ça? Donc, dans un scope, dans une nouvelle portée, un nouveau bloc, on enregistre dans la variable orig la fonction Windows Open d'origine. On définit notre nouvelle fonction, celle qui compte le nombre d'appels et si c'est supérieur ou égal à 5, refuse de faire quoi que ce soit, sinon appelle la fonction d'origine. Et on redéfinit Windows.open par affectation pour le forcer à appeler wrapped, notre fonction à nous. Alors pourquoi on fait ça dans un bloc d'une fonction anonyme qui est immédiatement appelée? C'est pour limiter la portée de orig et de num-windows qui ne sont pas visibles du coup par le reste de la page, parce que sinon c'est trop facile, le reste de la page, il pourrait utiliser orig pour appeler windows.open, ou il pourrait remettre à 0 num-windows, d'accord, et la protection serait désactivée. Mais grâce à la portée lexicale, ça a l'air pas possible. Alors ça a l'air pas possible. Ah oui, pardon. Et donc ce genre de transformation peut même se faire de manière un peu générique, avec un style de programmation par aspect. Donc on peut définir une fonction wrap générique qui va prendre un point cut, donc une méthode typiquement, ou une fonction, l'endroit où il faut appliquer la transformation, et une policy, donc, qui est le code de vérification supplémentaire qu'il faut introduire. Et je ne vous lis pas le code, mais bon, en gros, voilà, ça automatise ce genre de transformation de code. Bon. Donc tout a l'air très bien, sauf que quelques années plus tard, les mêmes auteurs ont identifié des vulnérabilités dans leur approche. En fait, il y a plein de manières pour l'attaquant de récupérer la méthode non sécurisée. Par exemple, ici, c'est un extrait du code précédent, on voit que la fonction d'origine est passée en argument à la politique, pour que la politique puisse décider de l'appeler à la fin, comme propriété proceed d'un record, d'un objet. Et donc, l'attaquant peut tout à fait redéfinir un setter pour la propriété proceed, qui va, au passage, enregistrer la fonction dans une variable globale. Et du coup, la fonction d'origine devient utilisable par tout le monde. L'attaquant peut aussi redéfinir function.apply, qui est en fait la sémantique de l'application de fonction en Java, même en JavaScript. Pardon. Même ça, c'est redéfinissable dynamiquement, d'accord ? Voilà, donc il y a un certain nombre d'attaques et propose certaines contre-mesures, mais je ne suis pas certain qu'à la fin on puisse vraiment protéger une API de la manière dont il voulait le faire. Après, il y a la protection dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, c'est maintenant on a un script qui fait des opérations sensibles, par exemple de cryptographie, chiffrement de bout en bout, signature, où il communique avec votre gestionnaire de mots de passe. Donc il y a des infos sensibles qui passent. Ce script, il est inclus dans un certain nombre de pages, et il peut être, et les pages en question peuvent aussi contenir des scripts qui essayent d'attaquer le script précédent. D'accord ?
Et donc, est-ce qu'on peut protéger ce script? Est-ce qu'on peut garantir l'intégrité de son exécution? Donc ça, c'est un joli article de Bhargavan, de Ligna, Lavaux et Maffeis en 2014. Donc article Bhargavan parlera à notre séminaire la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. La semaine prochaine, je crois. Mais il parlera d'autres choses. Donc, voilà le problème. Et alors, l'exemple dans l'article, c'est donc une fonction qui envoie des messages à logging.example.com en les authentifiant. Donc, chaque message porte également une signature cryptographique, un MAC, qui est fait avec une clé secrète partagée entre le script et logging.example.com. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais on est obligé d'inclure la clé dans le script, parce qu'il faut bien que le script ait la clé, et s'il essaye de la télécharger sur le web, par exemple, ça veut dire que les scripts attaquants peuvent aussi la télécharger, donc ce n'est pas une bonne idée. Donc on va vraiment essayer très fort de cacher la clé à l'intérieur de la fonction. Et on peut se dire, ben oui, il suffit d'utiliser la portée statique, la portée lexicale des liaisons, et donc qui va être une variable locale de cette fonction, et personne d'autre dans la page web ne va pouvoir récupérer la valeur de la clé. C'est pas vrai, car parmi les fonctionnalités un peu méta de JavaScript, il y a une méthode toSource qui, appliquée à une fonction, vous renvoie le texte de la fonction. Et dans le texte de la fonction, vous allez voir la clé apparaître, évidemment. Sauf si vous avez appliqué des techniques d'obfuscation sur le code. Bon, donc ça, ce sera l'objet d'un autre séminaire, celui de Sandrine Blasi en avril. Mais bon, ça sent pas très bon quand même. Ceci dit, on peut encore mettre un peu plus de blocs et de portée lexicale pour combattre ça. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'avoir une fonction locale G, qui contient la clé et s'en sert, mais de mettre qui est définie dans un bloc local, et de mettre dans F seul bloc local qui renvoie un wrapper autour de la fonction G, et c'est cette valeur renvoyée qui va être mise dans la fonction F. L'effet de ce truc-là, c'est que si vous faites f.toSource, vous verrez le wrapper, mais vous ne verrez pas la définition de G. Et vous ne verrez non pas la clé. Bon, ça se présente bien. Mais il y a d'autres problèmes dans ce code. Donc rappelez-vous, le code, donc non seulement il contient la clé, et ensuite il va faire une opération de crypto et une opération de communication. Et crypto.hmac, par exemple, c'est une fonction de bibliothèque Java. Et donc le script attaquant, celui qui se charge avant notre script sensible, peut redéfinir crypto.hmac pour faire fuiter la clé. Il suffit de le redéfinir avec une fonction qui stocke le premier argument K dans une variable globale, leaked key, et du coup, la clé a fuité. Donc, dans notre fonction de chiffrement, là, de signature, il faut réimplémenter la signature. On ne peut pas utiliser une bibliothèque existante, donc il faut réimplémenter la signature en calculant sur les entiers, comme l'algorithme HMAC. Bon, c'est du boulot, mais c'est faisable. Mais ça ne suffit toujours pas. Parce qu'après, il y a la communication par l'objet XML HTTP request. Et là aussi, le script attaquant, il pourrait redéfinir des méthodes de XML HTTP request. Alors, on peut se dire, mais Open et Send ne reçoivent jamais la clé en argument, donc elles ne vont pas fuiter. En revanche, on peut redéfinir une de ces méthodes pour aller consulter l'appelant et obtenir le source de l'appelant. Or, l'appelant, c'est cette fonction, et le source de l'appelant contient la clé. D'accord ? Donc encore une fonctionnalité un peu méta du langage qui permet de contourner qui donne une attaque supplémentaire. Mais on peut faire encore mieux. On peut du coup séparer d'un côté la fonction qui contient la clé et qui fait le calcul du MAC, du message, de la fonction qui communique. Donc la fonction qui contient la clé et le calcul du HMAC, du coup, ne contient aucun appel à aucune bibliothèque. Et c'est seulement son résultat qui va être passé en argument à des fonctions de bibliothèque. Bon. Et je crois qu'avec ça, on a quelque chose de relativement sécurisé. Et du coup, dans l'article, Bhargavan et ses co-auteurs identifient ce fragment de JavaScript qu'on peut utiliser ici
pour écrire ce code sensible, qui contient en particulier un secret, comme la clé. Donc il identifie un sous-ensemble de JavaScript et le vérifie par typage statique. Donc c'est un sous-ensemble où la portée lexicale est stricte. Le with, par exemple, est très restreint. Tout est typé statiquement. Et ça veut dire en particulier que les objets et les tableaux sont entièrement initialisés à la création. Pas question de changer, d'ajouter une propriété a posteriori, par exemple, de changer une méthode. Il faut faire très attention à tout ce qui est coercion, et donc méthode appelée implicitement. Par exemple, si vous utilisez un nombre dans un contexte de chaîne de caractères, il y a toString qui est appelé. Même chose pour les getters et les setters, donc il y a plein de restrictions en plus pour être sûr qu'aucun de ces codes n'est utilisé. Et puis, il y a des restrictions supplémentaires pour séparer l'état mémoire. Il ne doit pas y avoir de partage d'objets entre le code défensif et le reste du monde JavaScript. En particulier, pas d'utilisation d'objets provenant de la bibliothèque standard, mais non plus pas de fuite d'objets créés par le code défensif vers l'extérieur. Et donc, ça veut dire que le code défensif, les points d'entrée doivent utiliser uniquement des types de base. Par exemple, c'est une fonction, des chaînes dans les chaînes. Et avec toutes ces restrictions, il semble arriver à avoir quelque chose d'à peu près sécurisé. Bon. Bref, petit bilan donc, sur la sécurité de JavaScript. Bon, il est clair que ça n'a pas vraiment été conçu pour la sécurité. Encore, je ne sais même pas si ça a été conçu du tout, mais en tout cas, bon, tous ces mécanismes un peu méta et réflexifs de JavaScript qui viennent de Smalltalk, qui viennent de... Bon, sont intéressants dans l'absolu peut-être, mais je ne pense pas dans un contexte de sécurité, comme on l'a pu le voir, vu le nombre d'attaques que ça permet de monter. Dans le contexte de sécurité où on mélange des codes provenant de différentes origines. De la même manière, la politique de la même origine n'est pas très opérante, ne restreint pas grand-chose finalement. Donc du coup, le seul truc un peu solide sur lequel on peut s'appuyer, le seul trait du langage solide sur lequel on peut s'appuyer, c'est la portée statique, la portée lexicale des liaisons, et donc qui fournit les garanties d'isolation, sachant que beaucoup d'autres traits du langage détruisent les dites garanties. Mais voilà, donc ce qu'on peut arriver à faire. Et alors, on peut espérer peut-être que, en particulier JavaScript étant souvent compilé, enfin généré par des compilateurs depuis des langages de haut niveau, peut-être ce genre de technique de durcissement peut être inclus, peut faire partie de cette compilation, mais même ça, j'en suis pas très sûr. Bien, et donc pour finir, la dernière approche dont je voulais parler aujourd'hui, ce sont les machines à capacité. Alors quelque part, c'est un peu un retour vers des approches plus matérielles. D'un autre côté, c'est un sujet très actif en ce moment, donc c'était important pour moi d'en parler. Et alors ça provient de la convergence de deux visions. Donc la première vision, c'est de partir de cette approche de segmentation, rappelez-vous, et de segmenter à grain beaucoup plus fin. Au lieu d'avoir un segment qui est l'espace de données pour toute l'application, on voudrait avoir un segment pour chaque tableau, chaque enregistrement, chaque bloc alloué dynamiquement dans le tas. Et du coup, une référence, au sens Java ou Camel d'ailleurs, c'est un segment, c'est une adresse dans la mémoire physique plus une longueur. Et un pointeur, au sens C, c'est une paire d'un segment, par exemple d'un tableau tout entier, et d'un déplacement qui dit sur quelle case du tableau on pointe. Et du coup, quand on des références, une référence ou un pointeur, pour faire une lecture ou une écriture, le matériel qui fait la segmentation va automatiquement contrôler les bornes. Et si on essaie d'accéder hors borne, eh bien, on a une erreur de segmentation. Et donc, on n'a plus de débordement de tableau, on n'a plus du tout d'attaque par buffer overflow, et ça va être beaucoup plus sécurisé. Donc ça, c'est la première vision. Et la deuxième vision, ça consiste à dire les capacités, c'est bien, on l'a vu pour durcir les API, endurcir des API, c'est très efficace. Pourquoi est-ce qu'on n'endurcit pas les accès mémoire avec des capacités aussi? Donc avant de pouvoir accéder à une case mémoire, il faut montrer la capacité, il faut détenir la capacité de lire, d'écrire, d'exécuter dans cette case mémoire. Et détenir cette capacité, c'est avoir la référence, en fait. Et donc du coup, référence et pointeur, c'est plus des adresses mémoire, c'est des droits à accéder à la mémoire.
Donc voilà l'autre intuition. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en pratique? On va dire, donc, on va se donner une vision abstraite pour les capacités mémoire. Donc c'est un ensemble de permissions, lecture, écriture, exécution. C'est un segment, donc une base et une taille. C'est un décalage, un offset à l'intérieur du segment. C'est ce qui permet de représenter les pointeurs à l'intérieur, comme on sait. Et donc l'idée, c'est que ça donne les permissions indiquées sur un intervalle d'adresse de la mémoire effective, entre base et base plus taille. Et le processeur va vérifier que tous les accès sont corrects. Par exemple, pour lire un mot de 32 bits à une certaine adresse, l'adresse maintenant c'est une capacité, ce n'est pas juste une adresse mémoire. Le processeur peut vérifier que la permission en écriture est là, peut vérifier que l'accès ne va pas déborder, donc le déplacement plus 4 est inférieur ou égal à la taille, on ne va pas taper en dehors du segment. Si c'est vrai, il va lire 4 octets à l'adresse B plus D, et sinon, il va faire une erreur. Et de même, donc, les opérations classiques sur les pointeurs, comme l'arithmétique de pointeurs, on sait, vont devenir des opérations sur les capacités, qui vont produire de nouvelles capacités, mais non sans avoir vérifié qu'on a le droit. Par exemple, donc, l'arithmétique de pointeur, ajouter un déplacement delta sur un pointeur, sur une capacité. Alors c'est possible si on a des droits, alors soit R, soit W, soit X, mais il faut un minimum de droits. C'est possible, excusez-moi, si le nouveau déplacement D plus delta est dans les bornes, et dans ce cas-là, on produit donc une nouvelle capacité avec comme déplacement D plus delta, et sinon on fait une erreur. Et puis, le processeur va aussi exposer une instruction pour créer de nouvelles capacités, mais uniquement par restriction d'une capacité existante. Par exemple, on peut réduire la taille, on peut prendre un sous-segment du segment, on peut abandonner certaines permissions. Et donc, le subseg, ici, par exemple, va changer les permissions P en P', à condition que P' soit un sous-ensemble de P, va changer la base en B plus D, et va changer la taille de T en T' à condition que ce soit correct, c'est-à-dire que D plus T' doit être inférieur ou égal à T. Enfin bref, donc tout ça, c'est les conditions qui assurent que le nouveau segment est bien inclus dans l'ancien segment. Et donc plus généralement, le processeur va garantir une propriété de décroissance, c'est-à-dire qu'en mode utilisateur, un programme peut construire de nouvelles capacités, mais pas des capacités plus fortes que les capacités initialement accessibles, qu'on lui a donné au début de l'exécution dans les registres et dans la mémoire, ou qu'il a pu obtenir en cours de route en faisant des appels système. Donc seul le système peut créer de nouvelles capacités. Et encore, on peut même dire que le système lui-même, quand il donne de la mémoire à un processus, par exemple, c'est juste que le système a une capacité sur toute la mémoire et il en extrait un petit bout. Et donc, du coup, c'est au moment du boot du système qu'on a donné une capacité à accéder à toute la mémoire, ou peut-être juste une partie de la mémoire. Enfin bref, vous voyez cette logique de décroissance des capacités qui est extrêmement intéressante et qui donne vraiment une impression de sécurité. Alors après, donc ça c'était des opérations abstraites, bien sûr dans la littérature, et il y a eu beaucoup d'efforts pour faire des représentations concrètes, efficaces des capacités mémoire. Alors par exemple, ça c'est une proposition de 1994 qui vient du MIT avec des mots de 64 bits, 4 bits pour coder les permissions, 6 bits pour coder un entier, donc entre 0 et 31, qui est le logarithme de la taille du segment. Donc on va avoir des segments de taille 1, 2, 4, 8 jusqu'à 2 puissance 31. Du coup, l'adresse de base est aussi forcément alignée sur un multiple de la taille. Et du coup, en fait, les bits restants, on les sépare en L bits qui sont l'offset et le reste qui sont la base du segment. Donc tout ça est assez astucieux. Et puis là, c'est l'architecture Cherry qui est développée à Cambridge depuis 2016 et qui suscite pas mal d'intérêt en ce moment. Eux, ils ont carrément 128 bits pour les capacités. Donc 64 bits, c'est la vraie adresse mémoire. Et dans les 64 bits restants, il y a les permissions, il y a un type, il y a un codage des bornes, donc des décalages vers la borne haute et vers la borne basse. Bon, tout ça, je ne rentre pas dans les détails. Tout ça, on peut dire que c'est de la cuisine du hardware. Mais c'est important, bien sûr, d'avoir un codage efficace. Moi, la question qui m'interpelle plus, c'est comment est-ce qu'on assure l'intégrité des capacités. Parce que rappelez-vous, quand on n'a qu'un ou deux segments, ils résident dans des registres spéciaux du processeur que le programme utilisateur ne peut pas modifier, donc c'est bon, c'est intègre.
Là, maintenant, tous les pointeurs sont des capacités. Donc on a des capacités partout, on en a en mémoire en particulier. Si on a des structures de données chaînées, comme cette liste chaînée, la tête de la liste, c'est une capacité noire qui va permettre de débloquer au moins l'accès à ce rectangle noir, c'est-à-dire aux deux mots qui constituent la première cellule de la liste. Et dans cette première cellule de la liste, on a la valeur x1, qui est la tête de la liste, mais on a aussi une capacité, qui est le pointeur vers la prochaine cellule, que j'ai représenté en rouge, donc qui ouvre d'une certaine manière, qui permet d'ouvrir, qui permet d'accéder à la cellule suivante, l'élément suivant x2, la capacité en bleu qui permet d'accéder à la troisième cellule, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, il y a des capacités partout en mémoire. Qu'est-ce qui empêche le programme de falsifier une de ces capacités ? En écrivant, par exemple, un octet bien choisi. Là, j'ai essayé d'expanser un peu la capacité rouge, qui a une taille de 16. En écrivant un octet bien choisi, peut-être je pourrais mettre 80 à la place de la taille. Et du coup, au lieu d'avoir accès aux deux mots de la cellule suivante de la liste, j'ai accès à 10 mots à partir de la cellule suivante, et j'ai gagné des permissions. Ça peut être le début d'une attaque. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça ? Eh bien, justement, c'est un mécanisme hardware qui est le tag. Donc, il y a un bit de plus, 65e bit ou un 129e bit, ajouté à chaque registre et à chaque mot mémoire. Et ce bit nous dit si dans le registre ou dans le mot mémoire, il y a une capacité valide, ou bien si c'est juste un paquet de bits qui ne donne aucun droit. Et donc ce tag il est mis à 1 par les instructions qui produisent une capacité, comme offset ou subseg, ou le système d'exploitation. Mais toutes les autres instructions vont mettre le tag à 0 pour dire mon résultat, ce n'est pas une capacité, c'est juste un paquet de bits. Par exemple, opération arithmétique, opération logique, mais aussi écriture en mémoire d'un seul octet ou d'un sous-mot, d'un mot pas complet. Et bien sûr, les instructions qui utilisent des capacités, comme load, vont vérifier que le tag est à 1. Alors du coup, c'est la panique dans le hardware. Il faut mettre donc le bit en plus, là il est marqué en noir. Ça c'est le schéma d'une implémentation de Cherry. Donc il faut le mettre en plus dans des registres protégés, dans le cache de données, mais pas dans le cache de code. Dans le cache unifié, et puis il faut arriver à le cacher quelque part dans la mémoire principale. Mais bon, ils y arrivent. Et ce qui est important, c'est que le logiciel, même écrit en langage machine, ne va jamais voir ce tag et ne peut jamais le manipuler. Enfin, il peut le tester, etc., via des instructions spéciales, mais il ne peut jamais le manipuler comme il manipule les autres bits qui sont dans les mots, dans un registre ou dans la mémoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Comme on le disait au début, on peut du coup protéger, placer dans sa zone mémoire des uns des autres, chaque variable, chaque bloc alloué dynamiquement, et avoir une vérification automatique des bornes à chaque accès. Donc c'est déjà sympathique. Par exemple, dans ce code de C, qui ressemble un peu à une attaque qu'on a vue au premier cours, on a un tableau local B de taille 80, une variable locale int qui vaut 0, un pointeur vers un bloc alloué dynamiquement de taille 1024. Et donc ça, la valeur de B, ça va être une capacité de taille 80. L'adresse de OK, ça va être une capacité de taille 4, qui peut-être a l'adresse physique juste après l'adresse de B, d'accord ? Mais malgré tout, quand on affecte à partir de B, à partir de la capacité B éventuellement décalée, on ne pourra jamais aller taper dans OK. On ne pourra jamais sortir de la borne 1000 plus 80. Et même chose, donc P, ça va être un pointeur vers une zone de taille 1024 tout à fait ailleurs. Et du coup, le getS qui est ici, rappelez-vous l'appel de cette fonction de bibliothèque standard qui lit des caractères sur l'entrée standard et les écrit dans le tableau sans vérifier les bornes, il devient sûr, parce que la fonction, d'accord, elle ne vérifie pas les bornes, mais le hardware va la vérifier. Bon. Donc, on a gagné en sécurité. Alors, ça n'empêche pas de faire plein de manipulations de bas niveau sur la mémoire. Par exemple, ici, j'ai esquissé comment on peut programmer son propre allocateur mémoire. On peut partir d'un grand tableau, heap, sur lequel donc, on a tous les droits, et puis une fonction malloc qui va tailler des sous-blocs à l'intérieur de ce tableau, et qui va les renvoyer avec une instruction subseg, donc qui va prendre un sous-segment, et donc à partir du résultat de malloc, on ne peut accéder qu'au SZ octet à partir de cette adresse. Et donc deux appels successifs à malloc vont renvoyer deux pointeurs, deux capacités vers des espaces mémoire disjoints. D'accord.
Alors, c'est quand même pas complètement solide. D'abord, si les clients ont accès direct à heap, la capacité sur tout le tas, ben, ils peuvent faire des manipulations. Et par ailleurs, ça ne donne pas non plus une très bonne expérience pour libérer. Et si on libère explicitement, on peut quand même réutiliser après libération. D'accord ? Donc les capacités ne résolvent pas tous les problèmes de la gestion mémoire, mais permettent de faire des choses intéressantes et sont aussi très compatibles avec du GC, la gestion mémoire automatique. Donc voilà. Bon, mais il n'y a pas que les données qu'on peut protéger, on peut aussi protéger le code avec des capacités. Et ça, c'est avec une capacité supplémentaire qui s'appelle E, comme enter, et qui permet de sceller les pointeurs. Donc un pointeur scellé, on ne peut rien faire avec, même pas de l'arithmétique de pointeur. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est de le donner à une instruction call, et qui va à ce moment-là sauter à l'adresse correspondante et récupérer les permissions Rx sur le segment. Donc, avant l'exécution call R0, vous avez votre pointeur de code, PC, qui est un pointeur comme les autres, qui pointe ailleurs. Alors il a besoin des permissions R et X, d'accord, pour pouvoir lire et exécuter les instructions. Et votre pointeur R0, c'est un pointeur scellé vers votre bout de code. Maintenant, juste après le call, le PC pointe vers votre bout de code, a récupéré les droits Rx, et donc va pouvoir l'exécuter. D'accord ? Et R0, lui, est toujours scellé. Alors, un truc sympathique, donc comme on ne peut pas faire d'arithmétique de pointeur sur les capacités E, on ne peut même pas sauter au milieu du code E. On est sûr qu'on va sauter à l'adresse indiquée au moment où on a fait l'opération scellée. On a pris le scellé. Mais ce n'est pas tout, parce que la zone de code scellé peut aussi contenir des données, et peut aussi contenir une capacité de type RW vers une zone de données. Et si c'est le seul endroit où cette capacité apparaît, elle devient privée au code scellé, c'est-à-dire seul le code qui est ici peut récupérer cette capacité et accéder aux données. Et donc ça donne des protections très fortes. Donc là, c'est un exemple de compteur, un exemple simple. La donnée protégée, c'est un compteur, et on veut être sûr qu'il est monotone, donc il augmente de 0, 1, 2, etc., et puis qu'il ne va jamais déborder. Et donc, quand on l'appelle 2 fois de suite la méthode next, et qu'il réussisse, on va avoir 2 entiers différents. Donc le code de next, on le met dans une zone de code, en lecture Rx, qui récupère la capacité, donc le pointeur vers le compteur, vérifie, alors s'il est déjà à maxint, on arrête, sinon on incrémente, on stocke, et on renvoie la nouvelle valeur. Et donc un client, auquel on donne uniquement la capacité E pour l'adresse de next, ne va pas pouvoir modifier counter directement. Il va être obligé, la seule chose qu'il peut faire, c'est d'appeler next, qui va faire la modification pour lui. Cependant, il faut faire très attention ici à remettre le registre R1 à 0 avant de retourner, parce que si on le laisse, l'appelant récupère dans R1 la capacité pour accéder au compteur et peut le modifier arbitrairement. D'accord ? Donc c'est quand même un petit peu subtil, hein, de faire attention à ce qu'on fait, mais voilà, ça donne des mécanismes hardware pour encapsuler une donnée dans du code, être sûr qu'une donnée n'est accédée, modifiée que par du code. Et en ce sens, c'est un peu la contrepartie hardware de mécanismes justement d'encapsulation linguistique qui utilisent la portée lexicale des liaisons de variables. Donc on l'a vu en JavaScript. Vous pouvez le faire en C avec des variables locales statiques, vous pouvez le faire en Camel avec une référence locale à une fonction, vous pouvez le faire en Java avec une variable d'instance de type private. Bref, donc il y a comme ça plein de mécanismes d'encapsulation dont on reparlera, je pense, dans 2 semaines. Et ce que les capacités peuvent garantir, c'est que cette encapsulation est respectée par le hardware. Et donc, même si l'attaquant ne respecte pas la portée lexicale, il ne va pas pouvoir la casser. Alors, un petit bilan, parce qu'il est temps d'arrêter, sur les architectures à capacité. Donc, ça donne un espoir, donc une isolation qui est légère, une isolation à grain fin, comme on peut l'obtenir par du logiciel, mais avec la fiabilité du matériel. Alors, l'idée n'est pas nouvelle, ça apparaît dans un article de Dennis et Van Horn en 1966, ça a été essayé de nombreuses fois, il y a même eu des implémentations commerciales, comme le processeur Intel IAPX 432 en 1981, qui a été un échec complet parce qu'il était beaucoup trop lent. Il y a un regain d'intérêt ces dernières années, en particulier avec les travaux à Cambridge autour de l'architecture Cherry,
et qui est en cours d'implémentation chez ARM, dans un processeur qui s'appelle Morello, et qui commence à être disponible. On va voir ce que ça donne. Après, il y a encore des questions ouvertes, on n'a pas tout compris. Par exemple, quelles sont les capacités nécessaires pour isoler vraiment des langages de haut niveau? Par exemple, il y a les travaux de Liebwelt où il remarque que les capacités existantes dans Cherry ne sont pas très utiles pour isoler la pile d'exécution, garantir l'intégrité de la pile d'exécution. Et il propose un nouveau mécanisme de capacité linéaire pour ce faire. Et puis, là c'est ma casquette vérification de programme, il y a des liens intéressants avec la logique de séparation, donc des choses qu'on a vues dans le cours de l'an dernier, et qui sont étudiées par exemple dans cet intéressant préprint de Georges et co-auteurs. Voilà, écoutez, il est temps d'arrêter ce cours. Donc, je n'ai pas vraiment de conclusion. Vous avez vu un certain nombre de mécanismes d'isolation, logiciels, matériels, grains fins, gros grains, à base de langage, à base de réécriture de code, à base de matériel. Et je ne pense pas qu'il y en ait un qui gagne ou qui soit meilleur que les autres. Mais voilà, au moins vous avez une meilleure vue sur les différentes possibilités. Je vous remercie.